vais introduire la première présentation donc, qui concernera une approche de l'INSEE avec des exemples d'études de mobilité résidentielle au national, en Occitanie et Grand Est, plus particulièrement sur Nancy. Donc, je vais maintenant passer la parole à Mathilde Gérardin, responsable des collaborations avec les acteurs publics nationaux à la direction de l'action régionale, à Vincent Monchartre, chef de projet de l'action régionale à la direction des études et diffusion INSEE Grand Est, et à Kylian Bloch, chargé d'études au département de l'action régionale. Juste avant, Antoine, et que vous preniez la parole, vous précisez que, étant donné le nombre qu'on est, ce sera plus facile d'animer les questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Moi, je vais essayer de l'animer et je me ferai reporter de vos questions auprès des intervenants. Et puis, que donc ce webinaire est enregistré et que du coup, on va ensuite le découper pour ensuite vous mettre à disposition les différentes séquences de présentation qui vont vous être présentées aujourd'hui. Voilà. Et je me tais. Merci pour ces dernières précisions. Bonjour à tous et toutes, et merci pour cette présentation et introduction. Et merci beaucoup de nous avoir invités à ce webinaire. On est très content de pouvoir vous présenter nos travaux et échanger avec vous sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous voyez bien mon écran ? Parfait, merci. Donc aujourd'hui, pour vous présenter les différents travaux et approches de l'INSEE sur les mobilités résidentielles dans les quartiers prioritaires, on vous propose une présentation à 3 voix. Donc je vais commencer par une partie assez générale et introductive, et je laisserai ensuite la parole à 2 de mes collègues, donc Vincent Monchartre et Kylian Bloch, qui vous présenteront des études très concrètes qui ont été réalisées, d'une part dans le Grand Est et sur la métropole de Nancy, et d'autre part au niveau national. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous expliquer rapidement comment on est organisé à l'INSEE, parce que c'est lié aussi avec la manière dont on travaille, avec la manière dont on traite ce sujet des mobilités résidentielles dans les quartiers prioritaires, puisqu'on a donc une direction générale située à Montrouge, mais on a aussi 15 directions régionales ou interrégionales qui, elles, sont en contact étroit avec les services de l'État en région et les différents niveaux de collectivité, avec un accompagnement sur mesure en fait de ces acteurs locaux pour les aider à mettre en place les politiques publiques, à réaliser des diagnostics de territoire, etc. Et c'est dans ce cadre-là que, par exemple, l'étude dans le Grand Est a été réalisée, une étude en partenariat. Dans la manière dont on travaille, on a aussi un principe de mutualisation de nos travaux, c'est-à-dire que entre la direction générale et les 15 directions régionales, interrégionales, on travaille ensemble, en réseau, et on développe des outils et des méthodologies en commun pour répondre de la même manière sur tout le territoire à une question posée. Donc on a des pôles thématiques qui traitent de certaines de ces questions, et il y a en particulier une équipe qui est dédiée à tout ce qui est analyse urbaine, et en particulier aux quartiers prioritaires. Et ces équipes donc développent des travaux méthodologiques qu'on appelle des kits, qui permettent de répondre à certaines problématiques qui sont soulevées par les acteurs locaux dans les territoires. Ces kits, donc on les utilise pour faire des études, le plus souvent en partenariat avec un acteur local qui a une problématique, un besoin bien précis sur son territoire. Donc ça veut dire que ça passe par l'établissement d'une convention entre l'INSEE et ce ou ses partenaires. Il y a parfois plus que 2 partenaires, avec un principe de partage des coûts et des moyens engagés dans cette convention. Donc on est vraiment dans le cadre d'une collaboration dans ces études-là. Et l'idée, c'est que vu qu'on est dans le cadre d'une collaboration, chacun il trouve son compte. Donc la mission de l'INSEE, c'est bien de contribuer à dresser des diagnostics, à éclairer les phénomènes économiques et sociaux dans les territoires, et d'aider les acteurs publics à objectiver les constats. Et en face, il faut que le partenaire il trouve aussi son compte pour
pour que ça réponde à la question qu'il se pose et l'outiller dans la mise en œuvre de ces actions. Et tous ces principes aussi importants pour nous, toutes ces études, elles sont mises en ligne sur INSEE.fr, gratuites et accessibles à tous, donc vous pouvez les retrouver sur le site de l'INSEE. Pour ce qui est de la politique de la ville, donc déjà pour vous dire qu'il y a de très nombreuses données qui sont diffusées par l'INSEE sur la politique de la ville, même si je pense que la majorité des participants les connaissent. Et il y a aussi, en plus de ces données, beaucoup d'études qui sont réalisées essentiellement par les directions régionales de l'INSEE. Donc études qui portent sur des thématiques assez diverses, sur les caractéristiques des habitants, par exemple, les dynamiques démographiques dans les quartiers prioritaires, les sujets d'emploi, d'activité économique et notre sujet d'aujourd'hui qui est celui des migrations résidentielles. Donc on a un kit dédié pour travailler sur les mobilités résidentielles dans les quartiers prioritaires. À l'origine de ce kit, c'est des travaux qui ont été réalisés pour le rapport de l'Observatoire national de la politique de la ville en 2017, donc que vous pourrez retrouver dans cette publication. C'est une étude qui s'appelait Mobilité résidentielle entre 2015 et 2016, un mouvement de même ampleur dans les quartiers prioritaires que dans le reste de la ville. Et donc, c'est suite à ces premiers travaux au niveau national que le kit a été développé en 2019 et mis à jour régulièrement depuis et qui a alimenté de nombreuses études. Dans ce kit, l'approche, le focus, il est vraiment sur le taux de mobilité dans les quartiers prioritaires par rapport à l'environnement urbain, donc par rapport aux quartiers qui sont environnants, qui sont autour des quartiers prioritaires dans l'urbain, mais qui ne sont pas des quartiers prioritaires, avec derrière tout l'enjeu de la composition sociale des quartiers prioritaires et la question de savoir si le fait de vivre en quartier prioritaire, ça freine ou non la mobilité par rapport au fait de vivre dans un quartier de l'environnement urbain. Les données qu'on utilise dans ce kit sont des données administratives d'origine fiscale. Donc, c'est une source qui s'appelle FIDELI pour Fichier démographique sur les logements et les individus et qui nous permet en fait d'identifier les changements de résidence principale entre 2 années, une année N-1, une année N, et qui nous permet donc d'identifier les déménagements des habitants. Donc, c'est vraiment ce prisme déménagement qu'on a dans ce kit. Et je l'ai déjà dit, le point de comparaison qui est toujours l'environnement urbain des quartiers prioritaires. Pour vous donner un petit aperçu de toutes les études qui ont été produites à partir de ce kit. Donc là, c'est des premières études qui datent de 2019, début 2020, pour vous montrer que c'est sur des périmètres assez variables selon les territoires. Par exemple, ici, vous avez une étude sur la métropole du Grand Paris. Ici, une autre à l'échelle de tous les quartiers prioritaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ici, sur la métropole d'Angers. Ici, sur celle de Lille. Voilà, il y a de nombreuses études qui ont été réalisées à partir de ce kit. Et donc, la force de ce kit, c'est d'avoir une seule méthodologie qui est répliquée dans toutes ces études et qui rend ces études comparables entre elles, en fait. Et c'est ça la force de ces travaux mutualisés aussi. Et d'autres études, moi je ne les ai pas toutes mises parce qu'il y en a vraiment beaucoup, d'autres études plus récentes, cette fois-ci plutôt de 2021, voire là une toute dernière de 2024 dans les Hauts-de-France. Et aussi pour vous montrer que la plupart du temps, ces études, elles ont été réalisées en partenariat avec une agence d'urbanisme, la métropole, tous ces acteurs-là qui travaillent sur la politique de la ville. Donc, c'est les logos qu'on peut voir à chaque fois en bas des publications là, qui montrent que ces études n'ont pas été réalisées uniquement par l'INSEE, mais bien en partenariat avec des acteurs locaux. Et donc, les 2 études que j'ai encadrées en rouge ici sont celles sur le Grand Est et la métropole et le Grand Nancy qui vont vous être présentées plus en détail dans quelques minutes. Et juste pour introduire la dernière partie de
de la présentation qui va suivre. Donc, dans toutes ces études régionales, on compare à chaque fois le taux de mobilité dans les quartiers prioritaires par rapport à l'environnement urbain. Donc, il n'y a pas tout le temps un taux de mobilité plus faible ou plus élevé dans les quartiers prioritaires par rapport à l'environnement urbain. Ça dépend des territoires, ça dépend des années sur lesquelles on a réalisé l'analyse. Par contre, il y a un message qui se dégage souvent, qui ressort de toutes ces études, c'est que les entrants en quartier prioritaire sont plus précaires que les sortants. Ces études régionales, donc, elles portent toujours sur les déménagements d'une année sur l'autre. Et donc, la dimension des déménagements sur longue période n'est pas traitée avec ce kit, avec cette méthodologie. Et donc, la question de savoir sur longue période, donc sur 10 ans par exemple, est-ce que les habitants des quartiers prioritaires déménagent plus ou moins que ceux de l'environnement urbain? Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on n'y avait pas répondu avec ces études régionales, et c'est une question importante pour savoir justement, en écho avec ce que Maximilien présentait dans son introduction, pour savoir si la persistance des difficultés socio-économiques dans les quartiers prioritaires, elle est liée à ces migrations résidentielles et à ces entrants, ces sortants, ces stables, dans quelle proportion on les retrouve dans les quartiers prioritaires. Et donc ça, c'est une approche, on a développé une nouvelle approche dans une étude nationale qui est parue tout récemment, la semaine dernière, qui s'intitule « La moitié des personnes ayant habité en quartier prioritaire entre 2011 et 2020 y restent tout au long de la période ». Donc ça vous donne déjà un premier message qu'il y a dans cette étude. Et donc c'est Kylian qui reviendra sur cette étude et l'approche un peu différente par rapport aux études régionales qu'on a développées pour cette étude. Je vais laisser maintenant la main à Vincent Monchâtre pour vous parler de l'étude sur les QPV du Grand Nancy. Alors, donc, je vais vous présenter les résultats d'une étude menée par la direction régionale de l'INSEE Grand Est, portant sur donc, les mobilités résidentielles dans les QPV du Grand Nancy entre 2019 et 2020. Donc déjà, pour donner un peu de contexte, le Grand Nancy, c'est notamment 8 QPV qui vont de 1000 à 16 000 habitants. Au total, il regroupe quand même 34 000 personnes, soit plus d'un huitième de la population de la métropole. Entre 2013 et 2018, la population est restée globalement stable, alors que la population de l'environnement urbain a augmenté. Et j'espère ne choquer personne en disant que la population en QPV a un niveau de vie très inférieur au reste de la métropole. Plus de 40% d'écart quand même, soit 10 400 € de moins. Et mécaniquement, le taux de pauvreté est beaucoup plus élevé, avec plus de 3 fois supérieur dans les QPV par rapport à l'environnement urbain. Alors, cette étude on ne l'a pas faite tout seul, ça a été fait en partenariat avec Scalen, qui est l'agence de développement des territoires Nancy-Sud-Lorraine. Son périmètre d'action, ça inclut le Grand Nancy, mais c'est plus large que ça, puisqu'ils sont même sur plusieurs départements. Après avoir lu des publications de l'INSEE sur la mobilité dans les QPV d'autres agglomérations, ils nous ont contactés pour savoir si une étude similaire serait possible sur le Grand Nancy. Après quelques échanges avec eux, donc on leur a assuré que oui, et du coup, on a convenu de signer une convention. Pendant la réalisation de l'étude, on a fait des points très réguliers avec eux pour qu'ils soient informés non seulement de l'avancée des travaux, mais aussi qu'ils puissent nous faire part de leurs demandes complémentaires ou affiner les demandes qu'ils nous avaient faites et participer au choix méthodologique quand il y avait des choses à trancher. Au final, dans la publication, l'INSEE a rédigé le texte de la publication et le partenaire a rédigé un encadré. Et pour ce cas précis, ça n'a pas donné lieu à une conférence de presse, mais il peut arriver que des études en partenariat soient vraiment pleinement co-rédigées et il peut y avoir des conférences de presse si le partenaire en fait la demande. Tout d'abord, donc ensuite, je vais vous présenter quelques concepts et limites de l'approche qu'on peut utiliser. Alors tout d'abord, il faut savoir que ce qu'on étudie, ce sont des personnes, c'est de la population et non pas des ménages.
Donc, une grande famille qui déménage, ça va compter autant que plusieurs petites familles. Donc, alors qu'en termes de logement, on n'est évidemment pas du tout sur les mêmes problématiques. Les caractéristiques du logement sont approchées là aussi pour une bonne partie par la population qui l'occupe. Par exemple, si on dit qu'il y a tant de personnes qui quittent les logements sociaux, c'est vraiment les personnes et non pas le nombre de logements qui vont être libérés. Les logements sociaux, justement, on les approche par les logements des bailleurs sociaux. Ça dépasse légèrement le cadre des seuls HLM. Et enfin, la mobilité à son niveau le plus basique est définie uniquement comme un changement de résidence principale. Il peut même ne pas y avoir forcément de changement d'adresse, par exemple, si on déménage en restant dans le même immeuble. Et parmi les limites, donc bien, comme l'a évoqué Mathilde tout à l'heure, on se base sur la source Fideli, qui agrège des données fiscales et donc donne la situation des personnes sur 2 années consécutives. On ne peut pas enchaîner différents millésimes de Fideli pour remonter sur des périodes plus longues. Donc, on peut juste savoir la situation d'une personne en 2020 et en 2019, ou en 2019 et 2018, mais on ne peut pas associer les deux pour avoir 2018 et 2020. L'avantage de Fideli, c'est que c'est une base qui est exhaustive. Tout le monde, ou presque, est dedans. Donc, ça nous permet d'avoir des études sur des territoires très fins, donc notamment les QPV. Point noir, les mobilités sont identifiées quand on connaît la situation des personnes les 2 années. Il faut savoir où est-ce qu'ils étaient en 2019 et où est-ce qu'ils sont en 2020 pour dire s'il y a mobilité ou pas. Ce qui veut dire notamment que toute la population qui vient de l'étranger ou qui part vers l'étranger n'est pas comptée comme mobile. Et enfin, puisqu'on est sur des bases fiscales, on a relativement peu d'éléments démographiques. On a l'âge, on a quelques informations sur la composition et la taille du ménage, on a le stock d'occupation du logement et évidemment pour des données fiscales, des choses sur les revenus et niveau de vie. Le recensement de la population a beaucoup plus d'éléments démographiques, mais il n'est pas adapté pour étudier des mobilités à cette échelle en tout cas. Par contre, le recensement de la population nous permet d'avoir une photographie assez précise de la population qui vit en QPV. Ensuite, on a quand même des problèmes de seuil de diffusibilité, c'est-à-dire que pour donner des chiffres qui soient fiables, il faut qu'on ait une population qui soit suffisamment nombreuse. Donc là, on a un tableau montrant pour les quartiers qui ne sont pas d'ailleurs les seuls quartiers du Grand Nancy, ce qu'on peut diffuser, plutôt ce qu'on ne peut pas diffuser. On constate que pour les plus petits quartiers, puisqu'il y a relativement peu de mobiles, on peut rien diffuser. On ne peut pas parler, par exemple, des sortants de Mouzin-Pré. Pour les quartiers plus grands, on pourrait donner des choses sur les mobiles, mais là, il faut faire attention parce que si on peut donner, par exemple, la distinction entre locataire et propriétaire, ou encore la distinction entre logement social et hors logement social, si on croise les deux pour avoir les locataires hors logement social, si on n'a pas assez, on peut atteindre à nouveau le seuil de diffusibilité. Donc, puisqu'on peut être très limité, on peut très vite atteindre les seuils limites dès qu'on s'intéresse aux mobiles, pour notre étude sur le Grand Nancy, on a étudié l'ensemble des quartiers du Grand Nancy parce qu'en regroupant les 8 quartiers qui totalisent plus de 30 000 habitants, il y avait suffisamment d'entrants et de sortants pour pouvoir vraiment regarder qui ils sont. Donc là, je viens de parler d'entrants et de sortants, mais ce sont des termes qui peuvent correspondre à différentes populations. Donc nous, on a identifié 4 types de mobilité. Les entrants, ce sont les personnes qui habitent en QPV en 2020 et qui habitaient hors d'un QPV en 2019. Que le QPV soit dans le Grand Nancy ou pas. Les sortants, c'est exactement l'inverse. La mobilité interne, c'est la population qui a déménagé tout en restant dans le même QPV, et ce n'est pas négligeable. Et la mobilité inter-QPV, ce sont les gens qui déménagent d'un QPV à un autre. Et on s'est donc
plus particulièrement intéressés dans l'étude aux entrants et aux sortants. Parce que la population qui déménage de QPV à QPV n'a pas énormément de changements de statut, en fait. Et il y a une autre population qui ne figure pas sur le graphe parce que justement elle n'est pas mobile, ce sont les stables, c'est-à-dire les personnes qui n'ont tout simplement pas déménagé entre 2019 et 2020. Si on s'intéresse à l'origine et à la destination des mobiles, parmi les personnes qui emménagent en QPV, il y en a déjà la moitié qui étaient déjà dans un QPV. Plus d'un tiers étaient même déjà dans le même quartier. Donc, quand je disais que la mobilité interne n'était pas négligeable, c'est qu'un tiers des personnes qui ont emménagé dans un QPV étaient déjà dans le même quartier. Parmi les personnes qui quittent les QPV, alors là, il n'y en a qu'un gros tiers qui va toujours vers un QPV. C'est quand même nettement plus réduit que parmi les emménageants. Et par contre, la majorité, plus des 2 tiers, reste dans le Grand Nancy. Donc là, ce sont les barres en bleu sombre, bleu moyen et jaune. Dans l'ensemble, les habitants des QPV, quand ils déménagent, vont moins loin que les habitants de l'environnement urbain. La moitié se déménage de moins de 3,5 km, alors que pour le reste de la métropole, la moitié déménage d'au moins 5 km. Si on compare donc les populations des entrants, des sortants et des stables, on constate que, et ça c'est vrai dans le Grand Nancy comme dans l'ensemble des quartiers du Grand Est et très probablement dans l'ensemble des QPV au niveau national, les sortants sont en général dans une situation beaucoup moins fragile que la population des stables. Ils sont moins souvent en famille nombreuse ou en famille monoparentale, ils sont nettement moins souvent pauvres, ils sont beaucoup plus souvent propriétaires, ils sont beaucoup moins souvent en logement social, mais ça s'explique parce que en dehors des QPV, les logements sociaux sont proportionnellement beaucoup moins présents. Pour le Grand Nancy, 40% des logements sociaux sont dans les QPV, qui, je le rappelle, abritent 13-14% de la population. Donc la majorité des logements sociaux est hors QPV, mais ils sont relativement rares en dehors des quartiers prioritaires. Les entrants, eux, sont dans une situation beaucoup plus proche de la situation des stables, à ceci près qu'ils sont moins souvent en logement social et moins souvent en famille nombreuse. En fait, les familles nombreuses sont dans l'ensemble moins mobiles parce que il est plus difficile de trouver un logement pour 5, 6, 8 personnes que de trouver un logement pour 3 personnes, surtout en dehors des quartiers prioritaires. Et enfin, on s'est intéressé, parce que c'est une problématique pour laquelle le partenaire a montré beaucoup d'intérêt, au changement de statut d'occupation. Donc là, on est sur la population des sortants des quartiers du Grand Nancy, et on regarde quel était leur statut d'occupation en 2019 et quel est leur statut d'occupation en 2020. Donc on voit qu'un quart des sortants, est propriétaire de son logement en 2020. C'est même un peu plus que la moyenne des sortants des QPV du Grand Est. On a même 20% des sortants qui deviennent propriétaires en quittant les QPV. 2 tiers des sortants habitaient dans le parc social avant de déménager. Il y a seulement 1 tiers qui habite en parc social après. Encore une fois, c'est lié à la relative faible présence de ce parc en dehors des quartiers prioritaires. Donc, dans l'ensemble, les sortants sont dans une situation intermédiaire entre les habitants des QPV et les habitants de l'environnement urbain, donc du reste de l'agglomération. Mais ils n'ont quand même pas le même profil que les habitants de l'environnement urbain, puisque, comme j'ai dit, il y a 1 tiers des sortants qui est en logement social, qui sont dans le parc social, alors qu'il n'y a que 15% de la population dans l'environnement urbain qui est dans ce type de logement. Et dans l'environnement urbain, ils sont 2 fois plus souvent propriétaires. Donc il y a quand même encore
un écart à combler. Voilà pour une présentation de Publi régional. Donc, je vais mettre fin au partage et je vais laisser la parole à nouveau au niveau national pour présenter l'approche nationale des mobilités sur longue période. Ok, donc je vais vous présenter les résultats d'une étude nationale sur les mobilités résidentielles qui a été, donc on regarde les mobilités résidentielles sur longue période et donc on a réalisé cette étude avec Mathilde Gérardin et elle est parue la semaine dernière sur le site de l'INSEE. Donc dans cette étude, on s'est intéressé aux déménagements observés entre les années 2011 et 2020. Un déménagement, c'est un changement de localisation de la résidence principale entre 2 années, selon les informations fiscales. Donc, on a à peu près les mêmes limites que dans l'étude précédente sur la métropole du Grand Nancy, à l'exception du fait qu'on peut analyser les déménagements sur une période plus longue que sur 2 années, ce qui est possible grâce à l'échantillon démographique permanent dont je vais bientôt vous présenter. Donc, il s'agit de la première étude nationale avec cette profondeur temporelle. Centre national de recherche scientifique, non? Je sais pas. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez... Centre national de la recherche scientifique. Donc, j'en viens maintenant à l'angle de la publication. Donc, on a 2 axes différents. Le premier, c'est de comparer la mobilité résidentielle en quartier prioritaire et celle dans l'environnement urbain. Et le deuxième axe consiste à analyser les effets NAS et ou SAS des quartiers prioritaires. Donc, l'effet NAS des quartiers prioritaires voudrait que ces habitants y résident durablement sans amélioration de leur situation socio-économique, tandis que l'effet contraire serait que ces quartiers serviraient de SAS pour ces habitants en difficulté qui, une fois leur situation améliorée, céderaient leur place à une autre population fragile, ce qui expliquerait la persistance des difficultés dans les quartiers prioritaires. Donc, on ne va pas revenir sur ces effets au cours de cette présentation, mais vous trouverez, si besoin, des éléments de réponse dans notre publication. Donc, l'échantillon démographique permanent, c'est une source qui est riche, qui existe depuis 1968. Concrètement, il s'agit d'un panel sociodémographique pour suivre les trajectoires individuelles. Donc, par exemple, on peut étudier les mobilités professionnelles, les carrières salariales ou encore les parcours familiaux. Ce panel comprend 4% de la population française et enfin, il rassemble des données qui sont issues de différentes sources, dont notamment l'état civil, les recensements de la population ou encore, ce qui est important pour notre étude, les données fiscales. Donc, l'échantillon démographique permanent, c'est aussi une source qui est imparfaite et complexe à utiliser. On a notamment des données qui sont parfois incomplètes. Par exemple, certaines informations fiscales ne sont pas disponibles certaines années. Il faut aussi noter que cette source nécessite une familiarité avec toutes les sources qui sont intégrées dans le DP. Et enfin, les effectifs sont trop limités avec le DP pour avoir des études qui sont fines et locales sur les quartiers prioritaires. Donc, une première approche pour étudier la mobilité résidentielle des habitants des quartiers prioritaires, c'est de comparer cette mobilité à celle des habitants de l'environnement urbain. Donc, on a regardé dans les 2 populations la part des habitants qui ont déménagé au moins une fois en 9 années, donc entre 2011 et 2020. Pour cette approche, on analyse les habitants selon leur situation résidentielle en 2011, en se limitant à ceux qui sont âgés de 18 ans ou plus et qui vivaient en France hors Mayotte. Alors, vous pouvez voir quelques résultats dans le tableau qui est situé à la droite de cette diapositive. En particulier, les habitants des quartiers prioritaires ont plus souvent déménagé au moins une fois par rapport à ceux de l'environnement urbain. Donc, on est à 53% contre 47%. Néanmoins, vous pouvez voir que le résultat est inversé chez les plus jeunes, donc les 18-29 ans, et aussi le résultat est inversé chez les locataires du parc privé. Il convient de contextualiser ces résultats, d'abord parce qu'on a vu déjà que les caractéristiques sociodémographiques des populations sont très différentes. Et là, pour vous prendre un exemple en lien avec ce tableau, on sait que les habitants de l'environnement urbain sont plus souvent propriétaires de leur logement par rapport aux habitants des quartiers prioritaires. Or, ces différences, elles peuvent être des facteurs explicatifs de la mobilité résidentielle. Par exemple,
on sait que les propriétaires sont généralement moins mobiles par rapport aux locataires du privé. Autre nuance à apporter, on voit que les déménagements des habitants des quartiers prioritaires sont plus souvent des déménagements de proximité, ce qui est un résultat comparable à celui de l'étude précédente. Enfin, lorsqu'on analyse la part des personnes qui ont déménagé au moins une fois entre 2011 et 2020, il ne faut pas perdre de vue que la mobilité résidentielle peut évoluer au fil des années. Si on compare par exemple les déménagements entre 2011 et 2012 et entre 2019 et 2020, on voit par exemple qu'ils sont moins fréquents en fin de période dans les logements sociaux, ce qui est probablement à mettre en lien avec des tensions croissantes sur le marché du logement au cours des années 2010. Alors maintenant, je vais vous présenter une autre approche qui a été mobilisée pour étudier la mobilité résidentielle des habitants des quartiers prioritaires. Donc, il s'agit de l'analyse de séquence. Avec cette approche, on s'est intéressé aux personnes qui ont résidé au moins une année dans un quartier prioritaire entre 2011 et 2020. L'analyse de séquence, c'est une approche qui est intéressante parce qu'elle permet de prendre en compte la diversité des trajectoires résidentielles. Dans cette approche, chaque personne est définie par une unique séquence. Et une séquence, concrètement, c'est une suite de statuts. En l'occurrence, ici, une suite de 10 statuts résidentiels annuels. On va prendre un exemple un petit peu en dessous, mais il faut savoir qu'on a défini 4 statuts annuels différents. Donc le premier, c'est habiter en dehors d'un quartier prioritaire. Ensuite, on a habité en quartier prioritaire pour la première fois dans la période ou alors sans avoir déménagé par rapport au premier logement en quartier prioritaire qui a été occupé au cours de la période. Le troisième statut, c'est avoir habité en quartier prioritaire, mais dans un logement différent que précédemment. Et enfin, habiter en quartier prioritaire, mais dans un logement différent du premier logement qui était observé en quartier prioritaire sur la période. Donc là, le tableau sur la diapositive présente un exemple de séquence d'une personne. Donc en 2011, le statut de la personne, c'est 2. Excusez-moi, il y a un petit problème d'affichage. Donc le statut, c'est 2 la première année, puisque on observe pour la première fois la personne dans un quartier prioritaire. Puis l'année suivante, le statut est toujours 2 parce que la personne n'a pas déménagé. Et à partir de 2015, on voit que le statut est passé à 1 parce que désormais, la personne ne vit plus en quartier prioritaire. Donc cette séquence, c'est la trajectoire d'une personne qui est sortie de quartier prioritaire après y avoir vécu. Donc il faut savoir qu'il serait pour nous impossible d'étudier une par une toutes les séquences qu'on a constituées avec ces statuts parce qu'elles seraient trop nombreuses et diverses. Donc pour simplifier l'analyse, il convient de regrouper les séquences qui sont similaires ou ressemblantes dans des groupes. Et ces groupes, on les a nommés des parcours résidentiels. Donc, on a 5 parcours résidentiels différents. Donc, le premier parcours, on les a appelés les stables. Donc, ce sont ceux qui résident dans le même logement d'un quartier prioritaire de 2011 à 2020. Deuxième parcours, c'est les mobiles qui ont déménagé tout en restant dans les quartiers prioritaires. Donc, si on rassemble les stables et les mobiles, qui représentent respectivement 37 et 11% de la population étudiée, on peut dire que près de la moitié des personnes qui ont vécu au moins 1 an en quartier prioritaire sont restées en quartier prioritaire tout au long de la période. Les 3 autres parcours sont ceux qui contribuent à renouveler la population des quartiers prioritaires. Donc on a les sortants, comme dans l'exemple précédent, c'est une personne qui aurait habité en quartier prioritaire en début de période avant de déménager en dehors des quartiers. Puis on a le parcours symétrique qui est donc les entrants, c'est-à-dire les personnes qui ont habité hors quartier prioritaire en début de période, puis qui ont emménagé en quartier prioritaire. Et enfin, les passagers, donc c'est les personnes qui, au cours de la période, ont emménagé dans un quartier prioritaire, puis ont déménagé en dehors de tout quartier prioritaire. Ils ont donc déménagé 2 fois, ils ont été entrants, puis sortants d'un quartier prioritaire. En moyenne, ces passagers sont restés 2 ans et demi dans un quartier prioritaire. Donc c'est un parcours intéressant puisqu'il peut ressortir seulement à partir d'une analyse sur longue période et aussi il est sans doute plus facile à identifier à l'aide de l'analyse de séquence. Pour conclure, on va s'intéresser au niveau de vie
en lien avec les parcours résidentiels, sachant que dans la publication, on s'est intéressé à d'autres caractéristiques. Donc le niveau de vie, c'est le revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de consommation. Et le niveau de vie médian, c'est celui qui divise la population en deux. Donc la moitié est au-dessus et l'autre moitié est en dessous. Alors, on voit d'abord sur le graphique que les personnes qui ont résidé 1 an en quartier prioritaire, quel que soit leur parcours, sont en général moins aisées que celles qui ont vécu au moins 1 an dans l'environnement urbain. C'était la courbe avec des pointillés tout en haut. Et si on compare le niveau de vie en fonction des parcours résidentiels en quartier prioritaire, le niveau de vie annuel des mobiles, c'est-à-dire ceux qui ont déménagé en restant dans les quartiers prioritaires, il apparaît particulièrement faible. Donc c'est la courbe qui est rose tout en bas. À l'inverse, les passagers sortants sont ceux qui ont les niveaux de vie les plus élevés, en fin de période notamment. Donc c'est les courbes grises et jaunes. Si on s'intéresse à l'évolution du niveau de vie, il y a une progression notable pour les sortants, même s'il n'y a pas de hausse particulière du niveau de vie des sortants l'année précise où ils déménagent en dehors des quartiers prioritaires. Donc en résumé, on voit que le niveau de vie et son évolution sont assez différenciés en fonction des parcours résidentiels, ce qui invite à tenir compte des mobilités résidentielles et de leurs effets quand on s'intéresse à l'évolution des caractéristiques des habitants vivant en quartier prioritaire. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je pense qu'on va passer aux questions. Merci Kylian d'avoir tenu le temps et respecté les délais. Merci pour les présentations, Vincent Manchart et puis Mathilde Géraldin. Maximilien, toi qui étais dans le chat et qui a pu voir aussi les diverses réponses qui ont pu être apportées par l'écrit, je te laisse faire le relais de certaines questions. Oui, alors il y a une de vos collègues qui a déjà bien contribué à répondre aux différentes questions qui ont pu être posées par rapport aux présentations que vous avez faites. Je peux peut-être en reprendre quelques-unes par rapport, par exemple, au seuil de diffusibilité qui semblait limiter la première étude, en tout cas de descendre au niveau du QPV. Quels sont les seuils, quelles sont les contraintes qu'il y a par rapport à cette diffusion. Alors, je crois que je peux commencer à répondre et puis si l'un de mes collègues veut compléter. Mais effectivement, quand on travaille à l'échelle d'un QPV, on peut vite être bloqué sur les seuils de diffusibilité, déjà parce qu'on a des questions de secret statistique à gérer, puisque dans les statistiques qu'on diffuse, il ne faut pas qu'on puisse identifier une personne, donc ce qui nécessite d'avoir des effectifs suffisamment importants. Et donc, dès qu'on traite des mobilités, quand on va séparer les entrants, les sortants, les stables, qu'on va vouloir croiser avec des caractéristiques des habitants, ça va nous faire plein de cases, de catégories différentes et on va réduire beaucoup les effectifs. Donc, on est limité de ce point de vue-là. Et autre limite, c'est que c'est des données d'origine fiscale qu'on utilise pour traiter des déménagements. Et ces données fiscales sont, je vais le dire rapidement, mais encore plus protégées que d'autres types de données. On a aussi un secret fiscal à respecter. Donc c'est pour ça que selon les territoires, les quartiers vont être agrégés pour pouvoir répondre à ces questions-là. Donc j'imagine que sur l'étude nationale, on ne peut pas descendre en finesse et avoir des exemples de QPV ou d'avoir les données à l'échelle de QPV. Non, effectivement, puisque dans cette étude nationale, on utilise un échantillon qui représente 4% de la population française. Donc je le dis de mémoire, Kylian, corrige-moi si je me trompe, mais je crois que dans les séquences qu'on étudie sur les parcours résidentiels, on a 230 000 personnes, je crois, à peu près. Tout à fait. Sur l'ensemble du territoire. Voilà, donc ça ne nous permet pas de descendre plus finement. Merci. Il y avait des questions après par rapport aux études locales, sur le coût de ces études locales. Ça, je peux répondre.
éventuellement, si tu veux, enfin, sauf si tu veux répondre, Mathilde. Vas-y. Alors, ça peut varier selon l'implication, en quelque sorte, et le partage des tâches, parce qu'en fait, on estime la valeur de l'étude, on estime ce qu'apporte l'INSEE, ce qu'apportent les partenaires, et il y a un transfert financier permettant d'équilibrer un peu la balance. Ici, pour la plupart en tout cas pour cette étude-là et pour la plupart des études de ce type, il faut compter quelques milliers d'euros. Ok, Pour une durée d'étude qui est jamais de moins de 6 mois et rarement de plus d'1 an. d'accord. Donc plutôt rapide en matière de mise en œuvre, quoi. Ouais. Ok. Il y avait des questions sur la prise en compte des mobilités de personnes étrangères, en tout cas qui viennent depuis l'étranger, puisque donc, là on donnait l'exemple des QPV lillois où il y a 20% de la population qui sont d'origine étrangère, donc qui peuvent aussi représenter une masse assez importante. Est-ce qu'il y a des moyens d'étudier ces populations-là, ou en tout cas de les inclure dans les études de l'INSEE? Ouais, c'est vrai que c'est une vraie question, ces mobilités-là. Aujourd'hui, avec les travaux qu'on a réalisés, on n'est pas capable de capter ces mobilités avec l'étranger. C'est un sujet aussi pour d'autres types pour les mobilités dans d'autres territoires, hein, sujet qu'on s'est déjà posé, c'est pas que pour les quartiers prioritaires, mais tous les territoires transfrontaliers, c'est une question qui revient assez régulièrement, sur lesquelles on cherche des solutions et des sources qui permettraient de combler cette lacune, mais c'est vrai qu'à ce jour, on est un peu aveugle sur cette partie-là. Pour revenir sur l'étude nationale, on avait une question sur les profils que vous avez présentés, qui demandait s'il n'existe pas des profils entre guillemets, de passagers inversés, donc de QPV, hors QPV, puis QPV. Oui, ces profils doivent exister, mais je pense qu'ils n'ont pas été assez nombreux pour qu'on les rassemble et qu'on en fasse une catégorie à part entière. Je ne sais pas si Mathilde veut ajouter des éléments. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que que ça a pu arriver dans les séquences qu'on a analysées d'avoir ce type de parcours, et je parierais bien qu'ils ont été réunis avec les passagers dans ces cas-là, ce type de parcours. Donc un peu le sens inverse, mais le tout étant d'avoir plusieurs déménagements sur la période, à la fois en QPV et hors QPV. C'est un peu ça qui caractérise ce type de mobilité. Et peut-être donc pour terminer, une perspective un peu d'ouverture, est-ce que vous avez une stratégie au sein de l'INSEE de mobilisation de données privées, en tout cas extérieures que celles que vous récoltez? Je vais faire une réponse très générale pour vous dire que à l'échelle de l'INSEE, on travaille avec des données d'opérateurs privés, notamment des données de téléphonie mobile, de carte bancaire. C'est des méthodologies qui sont beaucoup développées, notamment depuis le Covid, parce qu'elles apportent une instantanéité qui est intéressante pour analyser certains phénomènes. Aujourd'hui, on n'a pas d'application de ces nouvelles données dans le champ de la politique de la ville, mais ce qui ne veut pas dire qu'on n'en aura pas par le futur, puisque c'est des données dont on explore encore la pertinence, la robustesse et toute la richesse potentielle. En fait, on n'est pas encore au bout de ces données-là et de ce qu'elles peuvent dire. Donc, il y aura sûrement des travaux à suivre dans le futur. Et puis, pour terminer, du pratico-pratique, on demande qui contacter pour mettre en place une étude locale. Très bonne question, c'est vrai, j'aurais pu le dire dans mon introduction. Pour mettre en place une étude locale, les contacts sont vraiment les directions régionales de l'INSEE, dont les contacts peuvent être trouvés sur le site internet de l'INSEE. Hein. Chaque direction régionale a une page de contact. Et si jamais vous avez des difficultés pour retrouver ces contacts, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je peux aussi faire le pont, l'interlocuteur pour vous rediriger vers la bonne personne de l'ADR.